Bonsoir, soyez les bienvenus dans 28 minutes et bonsoir mes chers camarades. Bonsoir Elisabeth. L'actualité en France, c'est les crues historiques dans l'ouest du pays. 35 jours de pluie consécutifs, du jamais vu depuis 1959. Des rivières hors de leur lit, des sols saturés d'eau, des agriculteurs dont les récoltes pourrissent et des villages inondés. Là, c'est une crue exceptionnelle parce que c'est la première fois que ça monte si haut. Les événements se répètent plus souvent. Les sols n'absorbent plus du tout l'eau. Ça fait mal. Surtout qu'il n'y a pas longtemps que ça s'était produit. On revient juste un peu sortir la tête de l'eau pour dire. Et bien on y revient dessous. Au vu de la répétition de ces phénomènes de crues et d'inondations, comment réparer, assurer et surtout anticiper? Ce sera l'objet de notre débat ce soir, avant qu'on vous retrouve à la fin de l'émission, Marjorie Adelson et Xavier Mauduit. Et je crois qu'on part avec vous, Xavier, à Cuba. Oui, Cuba asphyxié par le blocus renforcé imposé par les États-Unis, crise énergétique désormais, crise humanitaire. Retour sur l'histoire de ce blocus, mais sur le temps long des relations complexes entre les États-Unis et Cuba. Et vous, Marjorie? On va partir en Chine. Le gala du Nouvel An lunaire a stupéfié le monde entier. On y voit des robots humanoïdes effectuer des prestations de kung-fu et de salto mieux que les hommes. Fascinant. Mieux que Bruce Lee? Oui, mais non, inquiétant. Mais non, c'est impossible. À tout à l'heure. Et pour commencer, place à deux vigies climatiques. Heidi Sévestre, glaciologue passionné, et Mathieu Torder, membre de la Société des explorateurs. Ils ont traversé l'Antarctique en traîneau et kite-ski, 4000 km en 3 mois. Pourquoi se sont-ils infligés cette folie blanche? Parce que la glace est l'archive du climat. On les retrouve tout de suite. Heidi Sévestre et Mathieu Torder, bonsoir. Je vous présente Fanny Veil et Benjamin Sportouche. Vous revenez d'une expédition dingue. On va quand même la requalifier. 4000 km sur la glace, 80 jours en traîneau, tractant 12 heures par jour, 100 kilos de matériel. Il faisait moins 28 la nuit quand vous dormiez sous votre tente. Donc vous rentrez, vous êtes comblé, mais vous puez. Comment on se lave? Pardonnez-moi, mais comment on se lave dans des conditions pareilles? Pas beaucoup. Ah ben voilà, c'est dit. Donc, ils vont sous la douche et pendant ce temps-là, leur profil idéal. Et ensuite, on va parler de glacier et de glace. Leur profil idéal par Gaël Legras. Heidi Sévestre et Mathieu Torder. Entre le 3 novembre et le 21 janvier dernier, vous avez parcouru 4000 km en Antarctique afin de récolter des données scientifiques. Comment sensibiliser le plus grand nombre à la préservation de ce continent et limiter la fonte des glaces? Pour répondre à ces questions, vous avez le profil idéal. Pour vous, Heidi Sévestre, cette volonté d'étudier l'impact des activités humaines sur les glaciers s'est manifestée très tôt. À l'âge de 20 ans, dans l'archipel norvégien du Svalbard, vous étudiez puis enseignez au sein de l'université la plus septentrionale du monde. En 2015, vos recherches de doctorat sont axées sur la dynamique des glaciers qui surgent. Les glaciers qui surgent, pendant une très longue période, ils vont s'écouler très très lentement, quelques mètres par an. Et tout d'un coup, après quelques décennies, ils vont se réveiller et ils vont se mettre à s'écouler extrêmement rapidement. Depuis, vous avez mené de nombreuses expéditions, reçu des collégiens, présenté des documentaires ou encore écrit plusieurs ouvrages. De votre côté, Mathieu Torder, au début, vous étiez plus porté par le désir d'aventure. Tour du monde en 4L, marathon des sables ou encore petite virée à vélo de la Chine au Pakistan. Mais le déclic se produit en 2019. Cette année-là, après 1150 km à ski en solitaire et sans assistance. Je viens de monter ma tente, je vais aller dîner. Vous ralliez le pôle sud géographique et malgré votre exploit, vous privilégiez un autre récit. On a sensibilisé environ 1500 jeunes avec le département de la Seine-Maritime en allant faire des interventions dans les collèges où on parlait de la fragilité des terres polaires. Ensemble, en 80 jours, vous avez donc parcouru le continent antarctique en kite-ski d'est en ouest. Vous avez utilisé 2 radars, un petit pour sonder les 40 premiers mètres de la glace et un autre plus gros. We can go down to hopefully more than 2 kilometers depth and look at ice layers that are extremely old, about 130,000 years old. Vos données ont été transmises à des scientifiques et sont en attente d'interprétation. Selon vous, aujourd'hui, l'Antarctique perd à peu près 150 milliards de tonnes de glace par an dans les océans. Dans votre dernier livre, Heidi Sévestre, vous écrivez « J'en ai l'espoir et la conviction, nous sauverons les glaciers et nous-mêmes ». Est-ce qu'on peut mettre au point les conditions d'hygiène? Oui, vous aviez des lingettes. On avait des Vous lingettes. l'aviez avec des lingettes quand elles n'étaient pas gelées. Exactement. Car il fallait les décongeler, c'est ça? C'est important de rectifier. Très important de rectifier. Le kite ski, c'était pour être à la tête d'une expédition écologique, bas carbone?
c'est ça? Oui, en fait, c'est une manière de se déplacer qui a une empreinte sur l'environnement qui est très faible. Très légère. Ouais, très légère. Alors après, on dépend des conditions. On avance si le vent, si la météo le permet, et la visibilité aussi. Mais c'est vrai que les expéditions de longue distance en Antarctique, quand elles sont scientifiques, habituellement, elles sont réalisées différemment. Elles sont faites en scooter des neiges, en tracteur, en avion. Donc c'était quelque chose de totalement nouveau de faire de la science avec des kites. Donc vous étiez dans une forme de vraie sobriété. Et alors il y a quelque chose qui fait rêver tous les gens qui ont suivi de près ou de loin votre expédition à tous les deux, c'est votre arrivée au pôle sud d'inaccessibilité. Incroyable. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? À quoi ça correspond? Alors c'est le point qui est le plus éloigné de toutes les côtes de l'Antarctique. C'est un peu le point Nemo de l'Antarctique. C'était un rêve absolu pour nous de pouvoir y aller. Il nous a mis 42 jours quand même, 42 jours de kite pour atteindre ce point qui est quand même à 3700 mètres d'altitude. Et quand on arrive là-bas... Il y a quoi? On tombe sur quelqu'un, tombe sur un buste de Lénine. Un gars en or. Qui a été posé, en fait, là on le voit sur ces images, en fait Lénine se trouve sur une base qui a été construite en 1958. Il est tout en haut du toit de la cheminée de cette base. Et donc c'est pour ça qu'on en a profité pour faire un petit peu de science, un petit peu de radar, pour retrouver la base enfouie sous la neige. Les images sont magnifiques et puis vous avez l'air en pleine forme. Mais est-ce qu'il y a des coups de stress quand même, de peur et des moments où vous êtes perdu de vue, par exemple? Ouais, c'est l'Antarctique, c'est un continent qui est très hostile. Là, j'enfonce une porte ouverte, mais c'est le continent le plus froid, le plus sec, le plus venteux de la planète. Donc évidemment, tous les jours, c'est compliqué. Des coups de stress, il y en a eu, notamment un où on s'est perdu de vue, comme vous le disiez. C'était un jour où il y avait du white-out, donc du brouillard. On ne voyait pas à plusieurs dizaines de mètres. Et j'étais devant ce jour-là, et en me retournant, je perds de vue Heidi, qui avait qui a été ralentie par un petit souci qui est habituel avec son kite. Heureusement, on avait des GPS, des instruments qui nous permettaient de communiquer. On a pu se retrouver au bout d'une heure. Donc, on a quand même le temps d'avoir le cœur qui palpite, parce qu'il y a eu quand même, dans l'histoire des expéditions en Antarctique, il y a eu des tas d'hommes, notamment c'était beaucoup des hommes qui se sont perdus à jamais, et qui sont morts là-bas. Oui, exactement. Et là où on était, en fait, on était tellement isolés. On était plus isolés que les astronautes sur la Station spatiale internationale. On ne pouvait pas venir nous chercher. La surface sur laquelle on skiait était tellement chaotique, tellement bosselée. C'est-à-dire qu'en cas de problème médical, vous étiez livré à vous-même. C'était très compliqué, voire pratiquement impossible une bonne partie de l'expé. Néanmoins, quelque chose vous motivait, c'était cette expédition scientifique autour de la glace et des glaciers. Vous dites que les glaciers sont des châteaux d'eau. Donc, qu'est-ce que vous faisiez? Quel était le but exactement? L'objectif, c'était vraiment de scanner les glaces de l'Antarctique. L'Antarctique contient suffisamment de glace pour augmenter le niveau des océans jusqu'à 58 mètres. C'est absolument monumental. C'est l'équivalent... Si l'Antarctique fondait? Si tout l'Antarctique fondait, voilà, c'est l'équivalent d'un immeuble de 16 étages. Donc, c'est très important de continuer à récolter des données sur place. On avait 2 radars. Un radar qui scanne la surface de la glace de l'Antarctique pour comprendre s'il y a plus de neige, plus de nourriture qui tombe sur la calotte polaire. Et un autre radar que Mathieu devait être ravi de tirer, qui faisait 100 mètres de long, qui lui allait chercher des glaces beaucoup plus anciennes, des glaces qui ont enregistré des archives climatiques qui sont importantes. Jusqu'à 130 000 ans. Donc vous avez tiré un radar pendant 80 jours qui fait 100 mètres de long. Oui, alors non, le radar profond, on l'a tiré sur la deuxième partie de l'expédition, donc heureusement, c'était pas toute la distance. Mais ce radar, il est impressionnant effectivement parce qu'il y a un transmetteur et un récepteur, et entre les deux, il y a des antennes, et c'est pour ça qu'il est aussi long. Alors, on va évoquer avec vous deux et avec Fanny l'Antarctique, le réchauffement climatique qui entraîne quelque chose, pas chez les humains, mais chez les manchots. Des batailles territoriales, c'est ça? Exactement, les manchots Papou, Adélie et Jugulaire, en l'occurrence. Alors, d'ordinaire, ils ne se croisent jamais parce que leurs périodes de reproduction se succèdent. Mais avec le réchauffement climatique, elles se décalent et elles finissent par se chevaucher. Le problème, c'est que les manchots Papou, plus sédentaires que les autres, occupent le terrain. Et donc, les nids de leurs cousins, moins puissants et plus petits, ce qui perturbe leur reproduction. Même combat pour la nourriture. Normalement, les 3 espèces pêchent à des profondeurs différentes. Mais avec le réchauffement de l'eau, ce n'est plus le cas. Elles doivent donc se partager les proies. Et ce sont là encore les manchots papous qui pourraient l'emporter, à tel point, d'après les scientifiques, que ces manchots risquent de supplanter les 2 autres espèces dont les populations, précisons-le, sont déjà en baisse. Heidi Sevestre, est-ce que vous en avez croisé, vous, de ces manchots en Antarctique? On a vu assez peu de vie. On a eu la chance de croiser 3 petits manchots Adélie le jour du départ de l'expédition. Et après, on était tellement loin des côtes, là où il y a de la nourriture, qu'on n'a pas vu d'animaux. C'était assez stérile, C'était vraiment que de la glace pendant 80 jours.
Alors Heidi Sevestre, vous sembliez assez optimiste sur les résultats qu'on pourrait tirer de cela, de ces actions. Mathieu Torder aussi, vous dites que ça peut nous permettre de nous adapter au changement climatique, ce qu'on va tirer comme enseignement de votre expédition, vraiment ? C'est l'objectif. On a ramené des données qui vont être ensuite analysées par des scientifiques à l'international, des scientifiques allemands et britanniques, comparer ces données avec d'autres bases de données déjà récoltées en Antarctique. Et ensuite, oui, comprendre ce qui se passe en Antarctique aujourd'hui, c'est avoir les informations pour pouvoir se préparer jusqu'à chez nous en France, pour pouvoir anticiper tous ces changements qui viennent de l'Antarctique. Ça va prendre du temps d'analyser les résultats, mais on espère, d'ici 2-3 ans, de commencer à avoir les premières publications. Mathieu Torder, vous n'avez pas peur que cette expédition qui est tellement fascinante et que vous incarnez avec tellement d'énergie et de vitalité donne des idées? Je parle comme une peine à jouir, mais donne des idées, notamment à ceux qui pratiquent le tourisme de la dernière chance, et que l'Antarctique devienne envahi par des gens qui vont venir vouloir voir les derniers manchots, le fameux pôle d'inaccessibilité, etc. Et que ce soit contre-productif d'une certaine façon. C'est vrai que c'est une vraie question, et aujourd'hui, la majeure partie du tourisme en Antarctique se concentre dans la péninsule. La péninsule antarctique, c'est ce bras de terre qui remonte vers l'Amérique du Sud. C'est un tourisme qui est effectué avec des navires de croisière. J'ai plus les derniers chiffres, mais on parle de plus de 100 000 visiteurs par an. L'intérieur du continent, c'est vraiment minime. La présence humaine, elle se cantonne surtout à des bases scientifiques. Oui, exactement. Alors qu'ils sont sur la côte du continent antarctique, et puis il y en a quelques-unes à l'intérieur du continent. On en a visité une avec Heidi au pôle sud géographique, c'est une base américaine. Donc c'est un tourisme qui est très très faible encore aujourd'hui. Mais c'est vrai que donner à voir ces beaux paysages, ça peut donner des idées à un certain nombre d'entre nous. Après, il faut savoir que pour réaliser ce genre d'expédition, avec Heidi, on a dû faire la demande d'un permis qui est difficile à obtenir, dans lequel on doit montrer l'impact qu'on va avoir sur le milieu, montrer l'expérience qu'on a. Donc on ne laisse pas partir non plus n'importe qui. Et c'est une bonne chose, heureusement, l'Antarctique aujourd'hui. Vous n'êtes pas n'importe qui. Ouais, je ne sais pas, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on laisse partir des gens qui ont de l'expérience et qui ne vont pas se mettre dans la première crevasse venue. À propos du dérèglement climatique, une étude qui a été publiée, je crois, en décembre dernier, montre que si les températures montent de plus de 2,7 degrés par rapport à l'ère pré-industrielle, 3000 glaciers vont disparaître entre 2040 et 2060, 3000 glaciers tous les ans. Oui, exactement. C'est une étude, c'est un énorme problème. C'est absolument terrible. L'étude, c'est la première fois qu'on fait le calcul par chaque glacier, des glaciers individuels. Il y a 200 000 glaciers sur la planète. Voilà, exactement. Et vraiment, chez nous, en tout cas dans les Alpes, le pic du nombre de glaciers qui vont disparaître chaque année, ce sera dans la décennie 2030-2040. Mais pour nous, quand on est parti en Antarctique, ce qu'on a essayé de faire aussi, c'est beaucoup de pédagogie, d'éducation pour les jeunes générations. Il y avait 300 000 jeunes qui vous suivaient. 300 000 jeunes, c'était incroyable. On a une association avec laquelle on a travaillé qui s'appelle Témoins Polaires, qui a fait un travail formidable sur la pédagogie. Et justement, on voulait tisser des liens entre ce qui se passe en Antarctique et ce qui se passe chez nous, et faire en sorte qu'on ne se sente pas impuissant face à ça. On peut voter aux élections municipales, on peut s'éduquer sur ces sujets. Il y a plein de choses qu'on peut faire pour protéger les glaciers chez nous jusqu'en Antarctique. Et on peut vivre avec sobriété et gaieté. Exactement. Les deux ne sont pas antinomiques, j'imagine. Voilà, je termine en précisant qu'est paru chez Harper et Collins il y a quelques semaines, Sentinelle, voyage au cœur des glaciers, par le docteur Heidi Sevestre. Mais oui, car vous êtes docteur en sciences, avec quelques petits manchots. C'est les manchots? C'est eux. On les oublie pas. C'est ceux de Fanny Veil. Merci à tous les deux, Mathieu Torder et Heidi Sevestre. Merci infiniment d'être venus sur notre plateau. On passe à un débat après la glace, l'eau. On va évoquer les épisodes dramatiques que traverse l'ouest de la France depuis 35 jours, des crues exceptionnelles, des inondations, de la submersion. Comment réparer et comment anticiper? Faut-il revoir, entre autres, l'aménagement urbain et l'aménagement des territoires? On en parle après la mise au point de Sandrine Le Calvez. Le paysage est méconnaissable. À Bassane, en Gironde, l'eau a tout recouvert. C'est en bateau que monsieur le maire fait le tour des administrés encore sur place. La commune avait déjà affronté une crue en 2021. Bien sûr que ça nous inquiète parce que forcément 2021 est proche, c'est récent, c'est encore dans nos têtes et puis là aujourd'hui on est je pense au-delà. La Gironde, le Lot-et-Garonne, la Charente-Maritime et le Maine-et-Loire sont maintenus en alerte rouge crue au moins jusqu'à demain. Partout, de l'eau à perte de vue, des routes coupées, des maisons isolées et des rues inondées comme ici à Chalonnes-sur-Loire au sud d'Angers. Ce restaurateur constate les dégâts avant l'arrivée des assureurs. Là on est sur 40 cm d'eau dans les cuisines. Avec 35 jours de pluie consécutifs, le pays enregistre, selon Météo France, sa plus longue période de précipitation depuis le début des mesures en 1959. Des pluies records sur un sol déjà saturé.
Le sol a perdu sa capacité d'infiltration et toutes les pluies qui tombent aujourd'hui vont s'écouler directement dans les rivières. Le dérèglement climatique accentue le phénomène. La multiplication des épisodes pluvieux et des tempêtes comme Pedro, qui s'abat aujourd'hui sur la France, engendre des crues exceptionnelles. La ministre de la Transition écologique alerte sur une situation inédite. On vit aujourd'hui le futur. Ce qu'on imaginait arriver dans 5, 10, 15 ans, c'est la réalité d'aujourd'hui. Et clairement, le maître mot de tout ça, c'est adaptation. Alors comment s'adapter à ce grand débordement? Moins d'artificialisation des sols, plus de digues ou de bassins naturels? Peut-on se protéger des inondations? Ou nos cours d'eau sont-ils devenus indomptables? D'autres invités pour ce débat, Gaël Musquet, bonsoir. Vous êtes météorologue, spécialiste de la prévention des catastrophes naturelles. Et selon vous, on n'a jamais eu en France des sols autant saturés d'eau. C'est historique, ce n'est pas terminé, car la saison hivernale, vous ajoutez, donc la saison hivernale des tempêtes se termine au mois de mars. Le réchauffement climatique est clairement en cause. À côté de vous, Esther Crozer-Delbourg, bonsoir. Vous êtes économiste de l'eau, docteur de l'école polytechnique et de l'université de Columbia à New York. Selon vous, nous avons modelé le territoire français pour l'adapter à nos modes de vie, mais ces aménagements ne sont pas conçus pour absorber autant de pluie. Pour autant, ajoutez-vous, il y a des solutions, par exemple, en matière de désartificialisation des sols. On les évoquera évidemment. Et à côté de vous, Marie Evo, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes architecte urbaniste, directrice du Centre européen de prévention du risque d'inondation, le CEPRI, et vous considérez que des erreurs d'aménagement ont été commises. Par ailleurs, il y a des solutions fondées sur la nature qui sont particulièrement intéressantes. On les évoquera évidemment au cours du débat, mais on va démarrer quand même pour voir la part du territoire français qui est concerné, la carte du jour. Oui, c'est celle des vigilances crues établies donc par le service national Vigicru qui date de 2006 et qui permet de prévenir le public et les autorités d'un risque de montée des cours d'eau. En rouge, vous le voyez, donc la Charente, la Garonne et la Loire en risque de crue majeure, et les départements également qui sont concernés dans une carte qui suit: le Maine-et-Loire, la Charente-Maritime, la Gironde et le Lot-et-Garonne. En rouge, donc, risque de crue majeure. Au plus fort, on a eu jusqu'à 88 départements qui étaient en vigilance simultanément. Esther Crozer-Delbourg, c'est une situation inédite ou pas ? Alors, ce qui est inédit, effectivement, c'est les 35 jours de pluie consécutifs qu'on n'a pas vu depuis 1959. Ça avait beaucoup été dit aujourd'hui. Ce qui est inédit, en fait, c'est pas tant les pluies, parce qu'on a déjà eu beaucoup de pluie dans les 10 dernières années. 2024 avait été très fort. Ce qui est inédit, c'est la combinaison des pluies, des sols qui sont complètement saturés, effectivement, d'eau. Au début, il y en avait qui étaient trop secs pour l'avoir, pour récupérer cette eau, et maintenant, ils sont trop humides, trop gorgés pour la récupérer. Ça, plus la durée du phénomène, plus le fait que c'est au mois de février, donc on est en fin de recharge des nappes, tout ça, oui, c'est inédit. Et puis la violence du phénomène, oui, absolument, c'est du jamais vu. Et puis que la saison hivernale n'est pas terminée. À la lettre P, Pedro, parce que les tempêtes ont des noms par ordre alphabétique. Exactement, on sort de Niels la semaine dernière, qui ne nous a pas juste nous impacté, aussi le Maroc, aussi l'Espagne, le Portugal, qui ont subi. Et on a effectivement, là, sur les logiques attributaires, les premiers retours que le réchauffement climatique aggrave ces phénomènes. Plus 10% de pluviométrie, plus 5% de vitesse de vent. C'est qu'on a dépassé les 100 km/h la semaine dernière, 5% de vitesse de vent supplémentaire, c'est quand même pas négligeable. Et ces fameuses rivières atmosphériques aussi ? Alors, on a un anticyclone, effectivement, qui n'est pas à sa position traditionnelle, avec ce courant de jet, comme un rail. Donc, c'est des vents dans la haute atmosphère qui vont ramener. C'est un phénomène naturel et qui est souhaitable, parce que c'est ce qui nous ramène de l'humidité des zones tropicales, de la chaleur, et qui permet d'avoir des températures un peu plus douces et de l'humidité pour recharger nos nappes. Le problème, c'est que là, ces rivières atmosphériques, créées par ce courant de jet, focalisent en fait ces pluies, cette dépression qui n'arrête pas de s'enchaîner toutes les 24, 48, 72 heures. On se retrouve avec des cellules qui nous ramènent de la pluie incessamment sur nos territoires et le sud de l'Europe. Marie, vos conclusions: un quart des Français sont aujourd'hui exposés au risque inondation, et avec le scénario de plus 4 degrés du réchauffement de la France, ça va être pire. Alors, on sait qu'on va vers des années compliquées. Et que la hausse du niveau de la mer ne nous aide pas, puisque ça va empêcher les rivières, les cours d'eau de faire leur travail, puisque c'est quand même elles qui, justement, ont l'objectif de récupérer l'eau de ruissellement et puis de les emmener dans la mer. Donc c'est vrai qu'avec ce changement climatique, c'est pas facile. Mais il faut quand même avoir une perspective historique. Quand on regarde la fin du 19e siècle, on a eu beaucoup de crues en même temps partout. Donc voilà, on est quand même... En même temps partout. En France, vous voulez dire ? En France. Tout
à fait. Et donc, il y a eu des épisodes, il y avait la crue de la Loire en même temps que la crue de la Seine. Donc, et puis, il y a eu aussi des périodes dans l'histoire, en France, où on a eu, à 20 ans d'intervalle, des crues extrêmes, plusieurs crues extrêmes qu'on appelle des centennales. Donc, en fait, on est quand même un pays qui se prépare depuis longtemps. On a fait des progrès dans la prévention. Énormément. On est un des pays européens les plus inondables. Et donc, et ça fait quand même très longtemps que les collectivités, l'État travaillent. Quand on regarde le plan de submersion rapide, il date du début du XXe siècle. Donc, on a des outils et ça fait quand même longtemps qu'on travaille sur ce sujet. Alors, aujourd'hui, oui, on a une conjonction d'événements, mais c'est quand même quelque chose sur lequel on a commencé à se préparer. Alors, il reste que ça fait beaucoup de dégâts. Mathieu Lefebvre, le ministre délégué à la transition écologique, promet une réactivité de l'État pour les indemnisations des victimes. Écoutez. On va tout faire pour que les indemnisations puissent intervenir le plus rapidement possible. Les assureurs ont d'ores et déjà été proactifs puisqu'ils ont dépêché un certain nombre d'experts. Mais en tout état de cause, l'État va tout mettre en œuvre pour que l'état de catastrophe naturelle puisse être reconnu le plus rapidement possible et pour que les assureurs puissent assurer leurs obligations légales le plus vite possible au service des Français. Esther Crozer-Delbourg, bien sûr, il y a besoin d'indemnité pour ceux qui sont victimes. Mais en même temps, est-ce que ça ne serait pas plus utile d'orienter cet argent pour le financement des travaux de prévention des inondations? Oui, bien sûr. Alors, je pense que ma collègue en parlera dans un petit moment sur la prévention. Mais ce qui est terrible là, sur l'indemnisation, c'est qu'en fait, c'est sur le temps long. On est encore en train de savoir combien on va indemniser les gens qui ont été noyés dans le Nord-Pas-de-Calais, donc il y a 1 an. C'est très, très long. Là, on va indemniser ce qu'on peut faire dans le très court terme pour la maison, pour aller dans les hôtels, pour les voitures, etc. Mais en fait, on va avoir des mois pour pouvoir évaluer vraiment les dégâts. On dit que l'île, c'est 1 milliard d'euros déjà. Exactement. Mais c'est sûr. Et c'est sûr que ça va monter parce qu'en fait, un agriculteur dont les semences aujourd'hui sont pourries, qui ne va pas pouvoir semer, donc on ne sait pas combien de temps ça va prendre, comment est-ce qu'on évalue ça? Les tracteurs qui ont été abîmés, les industries qui ont dû fermer, combien ça coûte un jour d'une usine qui n'a pas pu fonctionner, les maisons, l'immobilier qui du coup a perdu toute sa valeur. En fait, tout ça, ça gonfle. Et malheureusement, les fonds d'aide en France, mais comme à l'étranger, se comptent en millions, alors que là, on est déjà à plusieurs milliards. Donc en fait, mathématiquement, notre système ne tient pas. Donc oui, il va falloir faire en même temps énormément de travaux de prévention sur le long terme, et puis en même temps il va falloir aller trouver une solution pour ces gens, parce que c'est inaudible, là quand on le dit ici, de se dire écoutez, vous allez être indemnisés, puis on verra dans quelques mois ce qui se passe. Et puis surtout, on répare. Vous travaillez à travers votre organisme avec des élus locaux. Tout à fait, c'est une association, le CEPRI est une association de collectivités qui se sont unies pour donc plus d'une centaine de collectivités qui sont un peu le fer de lance de la prévention de l'inondation. On a coutume de dire que c'est les premiers de la classe, ils innovent, ils travaillent, et en fait ça fait des années qui travaillent sur ces sujets-là. Donc, on sait ce qu'il faut faire et comment il faut le faire. Mais c'est fait, quand vous dites on sait ce qu'il faut faire. Mais bien sûr, on a des plans d'action de prévention de l'inondation. On a beaucoup de choses qui sont mises au point et il y a de l'argent aussi pour travailler. Par contre, il y a des choses qui sont longues. Quand on parle d'aménagement du territoire, c'est long parce qu'il faut négocier. Moi, ce que je voulais dire par rapport à ce que vous venez de dire, c'est ce qui est le drame, c'est de réparer sans adapter. Et là, c'est ce qu'on vit malheureusement de plus en plus. On a beaucoup travaillé dans les Hauts-de-France depuis 2023 avec nos membres et ils nous disent souvent mais on va être obligé de réparer sans adapter parce que l'adaptation coûte trop cher. Mais non. Par exemple. Mais oui, donnez-nous des exemples concrets. Ah ben, il y a depuis la parcelle, donc la maison, jusqu'au territoire, les réseaux de transport et puis les zones d'activité économique, il y a tout un panel de choses qu'on peut faire. Les maisons, on peut adapter, donc il y a déjà pas mal de choses de faites. Mais pas forcément. On peut aussi laisser l'eau rentrer et s'adapter, adapter la maison et se préparer à laisser l'eau rentrer. On peut mettre des bâtards d'eau à certains endroits. On peut aussi délocaliser des activités économiques ou alors les réorganiser sur leur parcelle. On peut accompagner aussi les entreprises à travailler là-dessus. Et puis, il y a tous ces réseaux de transport qu'on peut mettre en résilience. Mais il ne faut surtout pas se contenter de réparer. Sinon, c'est comme si on jetait l'argent par les fenêtres. Le point de vue du météorologue sur ce qu'on nomme la bétonisation de l'espace urbain. Il y a trop de béton, ça empêche l'eau de s'écouler. C'est quelque chose qui est une évidence et qui n'est pas assez pris en compte. Alors, évidemment, quand on voit les levées de boucliers qu'on a eues sur la loi zéro artificialisation nette, on voit que là, on est vraiment sur le sujet. Vous savez, le béton, il a 2 problèmes. Le premier, c'est évidemment qu'il imperméabilise, donc ça, tout le monde comprend. L'eau ne peut plus descendre. Mais il y a un deuxième souci, c'est qu'il va aussi parfois accélérer la crue. C'est-à-dire que l'eau se retrouve sur une surface lisse, et cette eau va glisser et va pouvoir malheureusement accélérer l'arrivée en fait de cette eau dans les territoires, dans les villes. La ripisylve, vous savez, c'est l'espace naturel, c'est toute la végétation qui a sur les bords des cours d'eau. Quand on a enlevé tous ces arbres, toute cette végétation,
eh ben, vous savez, on enlève la capacité naturelle du cours d'eau à ralentir, parce que cette crête piscive, elle va stocker, elle va ralentir, elle va absorber l'eau, elle va aussi permettre d'abriter des batraciens, des insectes, de la biodiversité, tout ce que vous voulez. Et là, dans ce phénomène de tropicalisation de notre climat, il y a des effets induits derrière. Des moustiques, par exemple, Aedes albopicus, Aedes aegypti. Quand vous avez moins de batraciens et d'insectes qui vont manger ces moustiques, ben, ce sont des Français qui sont piqués et qui contractent des maladies tropicales qu'on n'avait pas avant. Zika, chikungunya, etc. Donc, vous voyez, quand on perturbe comme ça avec le béton des surfaces, vous avez des effets induits qui dépassent même la simple inondation, même si c'est déjà un problème complexe à gérer. Esther Creuser-Delbourg, qu'on comprenne bien, quand une zone est inondable, est-ce qu'on ne construit rien ou on peut continuer à construire avec dérogation? On s'interroge toujours quand on voit les constructions pas loin de ces cours qui sont dangereux aujourd'hui. Alors, on fera une réponse double, je pense. Oui. Ce qui est intéressant, c'est effectivement sur la partie inondation. Déjà, on voit que quand une zone va passer en zone non constructible parce qu'elle est inondable ou parce qu'elle est trop près des côtes, en général, on voit une hausse du nombre de demandes de permis de construire parce qu'on se dit, hop là, il faut absolument m'y mettre avant que je ne puisse plus y aller. Et qui sont octroyés, ces permis de construire? Ça dépend où. Et en général, c'est plutôt près des littoraux, etc. Mais c'est vrai qu'on l'a vu dans les dernières années. Donc, on a un rapport au risque qu'il faut changer. Et souvent, d'ailleurs, on se dit, bon, c'est pour dans 50, 60 ans, etc. On verra plus tard. Et la deuxième chose, c'est qu'effectivement, on ne se rend pas compte de la valeur des sols pour faire écho. C'est qu'un sol, si c'était valorisé, ça vaudrait plusieurs millions d'euros, un hectare, par tout ce qui nous rend comme service, et notamment la capacité à capter de l'eau. Il le fait gratuitement. Il faut vraiment mettre un mot sur le fait que c'est gratuit. Ça capture de l'eau, ça va recharger les nappes phréatiques s'il y en a, ça crée de la biodiversité, de l'agriculture, ça rafraîchit en été, et Dieu sait qu'on en a besoin, et surtout ça capture du CO2. Alors qu'à côté, on dépense des fortunes pour aller capter du CO2. Donc quand on bétonise ça, c'est ridicule. On ne laisse plus les sols travailler. C'est comme si on brûlait de l'argent, tout simplement, pour un billet de 100 €. Voilà. Donc c'est important, c'est ça. Alors, on va évoquer avec vous trois et avec Fanny un idéal urbanistique, la ville éponge, c'est ça ? C'est tout à fait ça. Alors, vous connaissez le principe d'une éponge. Quand on la passe sous l'eau, elle se gorge du liquide, elle le retient et elle ne le laisse s'échapper que lorsqu'on la presse, lorsqu'on appuie dessus. C'est un peu la même chose avec les villes éponges. Quand il pleut, elles absorbent l'eau, elles lui permettent de s'infiltrer jusqu'aux nappes phréatiques et ainsi, on évite les inondations. Concrètement, qu'est-ce que ça signifie ? Ça veut dire plus d'espaces verts avec notamment des toits végétalisés, plus de zones humides qui sont capables de retenir l'eau. À la place du bitume, des sols plus poreux qui laissent passer l'eau plutôt que de la retenir en surface, ou encore des espaces transformables en bassins éphémères pour stocker l'eau en cas de forte pluie. Et quand il fait chaud, eh bien l'eau stockée dans les sols, les espaces verts, les bassins s'évapore lentement. Les arbres qui ont été plantés en plus créent de l'ombre et il n'y a plus de bitume, en tout cas moins de bitume, d'asphalte qui laisse échapper une chaleur qui se serait accumulée dans la journée. En bref, les températures diminuent. En France, certaines villes s'adaptent déjà, à l'image des Mureaux dans les Yvelines, où depuis 20 ans déjà, la mairie transforme le quartier Molière, c'est quand même un quart de la surface de la commune, en vaste espace vert avec à la place des caniveaux goudronnés, des fossés, avec encore des écoles qui sont végétalisées de la cour au toit. Désormais, aux Mureaux, toutes les rénovations envisagées doivent obligatoirement suivre ce modèle. Marie-Évo, est-ce que ces villes éponges auraient suffi à contrer, empêcher ces crues records de ces derniers jours ? En fait, il faut bien comprendre d'où vient la crue. La crue, c'est de l'eau, comme vous l'avez dit un petit peu tout à l'heure, c'est de l'eau qui n'arrive pas à s'infiltrer. Donc, on n'a pas que des villes partout, on a aussi beaucoup de champs. Et il faut que nos champs agricoles, nos forêts rendent service, justement, et ne soient pas trop compacts. Donc, il y a déjà un gros travail à faire là-dessus. Donc ça, c'est en amont du bassin versant. Mais attendez, quel travail concrètement, les champs, les forêts ? Le travail, c'est de changer, par exemple, certaines pratiques agricoles pour qu'on compacte moins les sols. C'est aussi avoir des cultures hivernales et puis différentes façons de cultiver. Et donc ça se discute avec les agriculteurs. Et une autre chose qui se discute avec les agriculteurs, c'est les champs d'expansion de crues. Donc avant d'arriver aux villes, il faut aussi travailler sur l'amont du bassin versant. Et donc, comment est-ce que l'agriculteur est d'accord pour... bien sûr, de ce que vous savez, sont-ils d'accord de manière majoritaire ? Ça avance. On a, par exemple, en région Île-de-France, on a un gros travail de fait en ce moment sur les champs d'expansion de crues, justement, avec on parle de services rendus par les agriculteurs qui sont rémunérés. C'est-à-dire qu'ils acceptent qu'on soit inondé. Et après, quand on arrive en ville, là, oui, il y a bien sûr la question de l'infiltration, mais je dirais que l'infiltration, la ville éponge, elle est intéressante surtout pour la question de ruissellement. C'est pas ça qui va nous aider par rapport au débordement des cours d'eau. Donc c'est vraiment deux sujets.
Et moi, j'aimerais bien parler d'autre chose. Une éponge, on aime bien l'essorer. C'est-à-dire que ce qui nous intéresse aussi, c'est de récupérer l'eau pour l'utiliser pour la sécheresse. Et quand vous avez parlé de canicule, en général, on a des inondations justement quand il fait froid. C'est qu'en été qu'on en a besoin. Aujourd'hui, on a beaucoup de villes on n'a pas attendu le concept de ville éponge pour travailler là-dessus. Ça fait longtemps que les urbanistes travaillent sur la végétalisation. Mais par contre, ce qu'on ne sait pas encore tout à fait bien faire, c'est récupérer cette eau pour s'en servir quand il fait très chaud. Gaël Musquet, alors il y a beaucoup de digues qui se construisent en France, on investit beaucoup, mais certains disent que ça crée un faux sentiment de sécurité, justement, pour les gens qui habitent près de ces digues. Si on est sauvé, alors qu'en fait, ce n'est pas le cas. Alors, c'est un faux sentiment de sécurité si la digue est mal entretenue ou si elle est entretenue même tout court. C'est-à-dire que malheureusement, on a en plus de tous ces sujets de prévention et de financement et de l'adaptation, des problèmes déjà d'entretien total ou partiel de ces digues, y compris en Ile-de-France. La Cour des comptes le disait déjà en 2022, on a un problème aujourd'hui de financement de l'entretien de ces digues. Et juste après ces inondations, ce qui arrive souvent, c'est ce qu'on appelle les retraits-gonflements d'argile. Donc en fait, il y a une éponge en fait. Ce sol parfois se comporte comme une éponge. C'est que là, il est inondé, il gonfle. Et quand l'été, avec la sécheresse, arrivera, il va se rétracter, ce qui va causer des fissures dans les maisons. Je rappelle, là, les territoires, la Réole, par exemple, qui ont été inondés, je regardais sur 43 ans les arrêtés de catastrophes naturelles qui ont impacté ces communes de Garonne et de Gironde. La moitié des arrêtés, c'est de la sécheresse. L'autre moitié, c'est des inondations. En 2023, on était en alerte, en vigilance inondation. Le Morbihan était en vigilance sécheresse, là, il y a à peine 6 mois. Donc, si vous voulez, mais c'est pour ça que tout le monde se dit, les nappes phréatiques sont pleines, donc ça c'est le côté positif. Alors oui, ça c'est un des effets positifs de la situation actuelle. L'aspect durée, il ne faut pas oublier que ça a un impact, là, au-delà des dégâts, sur la santé mentale des populations. C'est une des choses qui n'est pas encore assez bien évaluée à mon sens. Désespoir et épuisement. C'est ça. Les arrêts maladie, les dépressions, tout ça, c'est des crises lentes qui surviennent bien après l'inondation. Esther Crozer-Delbourg. Pour ajouter quelque chose, alors pas pour déprimer la population, mais c'est vrai que toutes les nappes phréatiques ne peuvent pas forcément se remplir parce que les sols ne captent pas cette eau. Donc si jamais on a un printemps un peu sec et puis un été caniculaire, on sera réussi à parler potentiellement de sécheresse. C'est très difficilement entendable quand même par les gens qui sont sous l'eau. Alors, regardez un peu de temps pour évoquer le remembrement, parce qu'un des phénomènes pointés du doigt comme étant accélérateur d'inondation, c'est le remembrement des terres agricoles, une technique qui semblait essentielle, idyllique, indispensable à l'époque des 30 Glorieuses. Une mosaïque de champs. Voilà un aspect de la campagne française avant la dernière guerre. Parcelles petites, exiguës, d'où perte de surface cultivable. Parcelles dispersées, souvent incommodes d'accès, d'où perte de temps. Après la guerre s'amorce le remembrement, véritable révolution pacifique et discrète qui touche à la propriété, à la terre ancestrale du paysan. Le cadastre est refondu, les parcelles groupées et redistribuées. Champs plus vastes, mieux dessinés, plus accessibles. Gain de temps, de qualité, de surface. À tout point de vue, meilleure utilisation du capital terre. Esther Crozer-Delbourg, aujourd'hui on se dit quelle erreur? Pour une économie de l'eau comme vous, on se dit qu'il faut réinvestir dans les haies, il faut replanter. Oui, alors en fait, il faut revenir aux pratiques dont on s'est débarrassé à l'arrivée de la PAC. Effectivement, il y a une époque où on enlevait tout, on enlevait les arbres, les fruitiers, etc., par exemple, pour planter que de la vigne. Et maintenant, les meilleurs vignerons remettent tout ça parce que ça crée de la biodiversité, de la compétition, ça crée de l'ombre, etc. Ça permet à l'eau de rester dans les sols. Donc effectivement, on revient aux pratiques d'antan, enfin d'il y a 50 ans. Attention, parce que c'est vrai qu'être agriculteur aujourd'hui, c'est quand même un des métiers les plus difficiles, des contraintes de production, une concurrence internationale. Donc ça ne marche pas de leur dire du jour au lendemain. Ils l'entendent difficilement, ils n'en veulent pas d'ailleurs. Exactement, c'est complètement explosif comme sujet. Donc attention, d'un point de vue économique, on ne peut pas laisser tomber cette filiale, mais on ne pourra pas faire sans. Donc il faut aussi qu'ils contribuent. Donc de l'intérêt d'une pédagogie extrêmement... Absolument. Les collectivités. Que font les collectivités, parce que souvent les maires beaucoup sont agriculteurs, il ne faut pas l'oublier, et ce sont quand même les élus locaux qui sont le plus à même de discuter avec ces agriculteurs et de trouver des solutions avec eux. C'est la culture du risque, vous disiez, c'est ça? La culture du risque, c'est un phénomène très important, c'est-à-dire qu'on a besoin que les gens comprennent, pour que les gens adhèrent, que ce soit les agriculteurs, les acteurs économiques, n'importe qui, pour qu'ils adhèrent aux solutions, qu'on arrête justement d'urbaniser là où il ne faut pas, de continuer à ces lotissements qui vont artificialiser. Si on veut que les gens comprennent et jouent le jeu, il faut qu'ils comprennent de quelles inondations on parle, ce qui est risque. Il faut aussi qu'ils comprennent comment se préparer.
Il y a une musquée ailleurs qu'en métropole, dans la Caraïbe, aux Antilles, il y a quelque chose autour de la culture du risque, ou en tout cas une manière d'appréhender ces risques et de les anticiper qui peut nous aider. Oui, bien sûr. Là, je reviens de la Réunion. Oui, bien sûr, je reviens de la Réunion. Où là, c'est carrément l'industrie touristique qui se dit frappée de plein fouet par Garance et Bellal. Comment on va pouvoir prendre soin des nôtres, mais aussi des personnes qui ne connaissent pas le territoire et qui arrivent sur l'île Intense. Donc pour moi, c'est un exemple de voir une industrie qui certes émet aussi des gaz à effet de serre, mais de voir cette industrie s'organiser. Le village de Miquelon, où la municipalité prépare l'évacuation, le déménagement du village pour que les gens puissent vivre en paix, en sécurité, avec les lieux mémoriels. C'est compliqué de déménager un village avec des cimetières, avec des lieux de mémoire. Là, je pars avec mes étudiants, là, au mois de mars, avec 5 de mes élèves ingénieurs. On ne parle pas beaucoup des enfants, on ne parle pas beaucoup de solidarité. Il y a énormément de solidarité dans les moments que l'on est en train de vivre en ce moment. C'est ce qui permet de tenir. Et vous ne pouvez pas imaginer, j'étais avec eux cet après-midi, la solidarité déjà qu'ils ont entre eux, mais la solidarité qu'ils ont envers ces jeunes Martiniquais qu'ils vont rencontrer le mois prochain avec moi pour fabriquer des limnimètres, pour améliorer les systèmes. Des limnimètres, c'est des systèmes qui mesurent la hauteur de l'eau Vigicru. Tout simplement. Les capteurs de Vigicru, entre autres, pas que, ce sont des limnimètres et des radars. Donc ces élèves ingénieurs vont fabriquer ces capteurs pour les installer et montrer à des collégiens et des lycéens ce que seront les métiers de demain pour anticiper et améliorer cette culture du risque. Esther Creuser Delbourg, les rivières débordent parce qu'elles sont indomptables ou parce qu'elles sont trop rectilignes? Il faut revenir à la notion de méandre, à des cours d'eau qui sont des vrais cours d'eau, avec voilà. Alors, ce qui est sûr, c'est qu'on a façonné notre territoire. On a beaucoup façonné, bien trop. Sûr. Il y a ces fameuses histoires de grands lits, de lits majeurs et de lits mineurs pour les rivières, et on les a en fait remis à leurs lits mineurs. Donc, tout simplement, quand elles débordent, elles rentrent chez elles reviennent là où elles étaient à la base. Et le problème, c'est que, vu que l'urbanisation s'est intensifiée, vu qu'on est davantage, forcément, on a plus à perdre. Donc, par rapport à autrefois où ça pouvait tenir, avec le dérèglement climatique, nos usages, la pollution, au bout d'un moment, tout ça un peu explose. Mariez-vous? Il faut des solutions fondées sur la nature. On maudit beaucoup la nature en ce moment parce que on a l'impression qu'elle nous fait des crasses. Mais en fait, on en a besoin. C'est-à-dire que on en fait partie. On parlait exactement, et on parlait des haies qu'il faut qu'on replante. On parlait de toutes ces solutions. Le reméandrage des cours d'eau est une très bonne solution. Alors, on a besoin de digues par endroit parce que justement, il y a des enjeux qu'on ne peut pas enlever. On vous parlait d'urbanisation. Il y a des endroits où on est obligé d'urbaniser parce que le projet de territoire le nécessite. Mais de toute façon, il va falloir aussi refaire confiance à la nature. Merci à tous les trois. Vous étiez absolument passionnants et on comprend un peu mieux tous les enjeux qui sont devant nous. On va rester, merci encore, on va rester dans notre débat. On va rester pas dans notre débat, on va rester dans l'actualité. Mais vue par Xavier Bauduit et Marjorie Adelson, la crise économique à Cuba suscite une Schadenfreude, comme on dit en Allemagne, une joie mauvaise chez Donald Trump qui évoque une nation en état de faillite. Et en Chine, plus de 600 millions de téléspectateurs ont découvert, esbobie lundi soir sur la chaîne d'État, une démonstration de kung-fu par des robots humanoïdes. Mais d'abord, le beau vedette du jour, pangolin, petit mammifère qui est menacé par le braconnage à mort. C'est entendu. Trafic d'écailles de pangolin. Chauve-souris, pangolin, crocodile. Découvrez le pangolin. Qu'est-ce que ça veut dire? Exactement ce que ça dit. Merci de m'en dire un peu plus. Entendu. La vie secrète des mauvedettes. Pangolin, dérivé du malais pangoling, celui qui s'enroule, désigne un mammifère de taille variable, entre 60 cm et plus d'1 mètre, recouvert de larges écailles triangulaires plates, par ailleurs animal le plus braconné au monde. Le 26 janvier, 1054 kilos d'écailles de pangolin ont été saisis en RDC. Un grand quotidien du soir précise qu'après 6 mois d'enquête de l'Institut congolais pour la conservation de la nature, les limiers locaux ont fondu sur une simple bicoque de Kinshasa et mis la main sur 35 sacs d'écailles tirés de 2500 à 3000 pangolins. Une prise qui suit celle de 3,7 tonnes au Nigeria en avril 2025. Si le pangolin s'était fait une sinistre réputation mondiale de démiurge du Covid, crime dont il a été acquitté, les premiers virus ayant une composition typique de la chauve-souris, la demande de viande et d'écailles de ce bouffeur de fourmis nocturne, solitaire, peureux et difficile à attraper est en plein essor. La Chine n'a toujours pas proscrit son commerce, sauf en médecine traditionnelle, très pangolinophile. Une étude pré-Covid avait montré que 66% des hôpitaux chinois sondés prescrivaient aux malades des médicaments traditionnels à base d'écailles de pangolin, censés fluidifier le sang, stimuler la lactation, traiter les furoncles ou faire circuler le qi.
En 10 ans, 1 million de pangolins ont été tués pour leur barbaque ou la kératine de leurs écailles et 8 espèces font l'objet de restrictions de commerce. En contrebande, le pangolin géant d'Afrique s'achète $100 aux braconniers et se revend $1000 au client final. Pangolin, margoulin, perlimpinpin. Merci Thibault Nolte. Rebonsoir Marjorie, Xavier. Lors de vos chroniques, cher Xavier, les États-Unis ont renforcé leur embargo pétrolier sur Cuba. La crise énergétique est devenue une crise humanitaire et vous nous conduisez au 19e siècle à Cuba. Oui, le 24 février 1895, Elisabeth, Cuba se soulève contre la domination espagnole. C'est une guerre d'indépendance, une guerre durant laquelle l'Espagne ne recule devant aucune violence. D'ailleurs, c'est là où on identifie la naissance des premiers camps de concentration. Il y a des centaines de milliers de morts. Et pendant ce temps-là, les États-Unis, juste à côté, observent, inquiets, ce qui se passe parce qu'ils ont développé l'idée que les Européens ne doivent pas se mêler de ce qui se passe en Amérique. C'est la doctrine Monroe. Alors ils observent et puis pendant 3 ans, ils se disent voilà, on va aller voir de plus près. Ils envoient un navire, c'est le Maine. On est en 1898, au mois de février, il mouille dans le port de la Havane et il explose. Plus de 200 marins sont tués. Alors cette explosion a été beaucoup commentée. Est-ce un stratagème des États-Unis pour trouver un prétexte pour entrer en guerre? Ou alors est-ce, et c'est ce qui est le plus probable, c'est ce que montrent toutes les études, un simple accident? En tout cas, l'Espagne est accusée, c'est la guerre. Et l'Espagne est vaincue, Xavier? Oui, d'ailleurs, c'est à ce moment-là où l'Espagne perd ses colonies d'Amérique. Les États-Unis récupèrent Porto Rico, récupèrent Cuba, où est installé un gouvernement militaire quelque temps. Mais non, pas question d'en faire une colonie, parce que les États-Unis soutiennent l'indépendance de Cuba, mais sous condition. Et c'est là qu'apparaît l'amendement Platt. C'est le nom d'un sénateur états-unien. C'est voté en 1901. Donc l'idée, c'est oui, les troupes états-uniennes se retirent de Cuba. Mais attention, s'il y a le moindre souci, on va y revenir. Parce qu'il ne faut pas laisser ça comme ça. Ça s'inscrit ici, et c'est d'ailleurs assez fascinant, dans la Constitution. Vous avez les considérations de cet amendement qui apparaissent dans la Constitution cubaine. On ne va pas laisser faire n'importe quoi. Et d'ailleurs, en 1906, les États-Unis interviennent de nouveau. C'est ce cadre-là de succession de traités qui fait que les États-Unis contrôlent la baie Guantanamo en 1906. C'est simplement pour soutenir le parti cubain favorable aux États-Unis et soutenir leurs intérêts. Parce qu'il y a besoin de beaucoup de sucre dans cette histoire-là. Cette occupation des États-Unis à Cuba en 1906 dure jusqu'en 1909. Et après, s'ensuit une autre forme de domination. Mais voyez, l'idée, c'est que Cuba ne fait pas ce qu'elle veut. Cette île-là doit rester sous le contrôle des États-Unis et ça dure jusqu'à la fin des années 1950, début des années 1960, avec l'arrivée de Fidel Castro au pouvoir, où cette fois-ci, c'est un embargo qui est instauré. Mais vous saisissez bien que l'embargo s'inscrit dans une histoire beaucoup plus longue qui ne dépend pas vraiment des régimes politiques. L'indépendance, oui, mais qui va dans le sens des États-Unis. Cuba Libre, oui, pour les États-Unis, mais si ça reste un cocktail. Et vous êtes fidèle et vous ne faites pas de Cuba, cher Xavier Mauduit. Marjorie, alors l'année du cheval a commencé en Asie, et alors plus de 600 millions de téléspectateurs ont découvert lundi soir un spectacle absolument ahurissant sur la chaîne d'État. Oui, le gala de la fête du printemps sur la chaîne CCTV. C'est l'émission de télé la plus regardée au monde, vous le disiez, plus de 600 millions de téléspectateurs. Alors chaque année, le gala sonne le début des festivités du Nouvel An. Vous le voyez, c'est un véritable événement. Les Chinois le regardent en famille. Alors c'est un énorme show artistique, mais aussi une manière de vanter la puissance de la Chine et les mérites du parti. Le tout avec de très très gros moyens, mais aussi des stars internationales. Alors parmi elles, une certaine Hélène Rollès, que l'on connaît bien pour avoir joué... Star quand même, elle est connue en tout cas dans Hélène et les garçons. Elle a interprété une chanson en compagnie de John Legend. On pouvait trouver aussi un certain Lionel Richie. Retraité. Certes, mais les véritables stars, ce n'étaient pas elles. Celles qui ont volé la vedette, ce sont les robots humanoïdes. Les robots de l'entreprise chinoise Unitree ont livré une prestation qui a laissé le public bouche bée. Regardez.
Voilà, une chorégraphie de kung-fu qui était aussi interprétée en compagnie d'enfants. Alors, je ne sais pas si vous avez vu cette souplesse, on la voit encore, cette dextérité. Ils font des saltos, des vrilles. On aura même eu droit à du breakdance. Voilà, c'est assez terrifiant de précision. L'année dernière, déjà, il faut savoir que ces robots, ils avaient fait parler d'eux lors de ce même gala. C'était en 2025. Et on le voit, regardez. Les mouvements n'étaient pas pareils, hein. C'était quand même un petit peu plus empoté. Voilà, un peu plus empoté, un peu plus saccadé. Exactement. Ouais. Un an plus tard, les progrès sont stupéfiants. Et c'est surtout ça, en fait, l'objectif de ce gala de printemps, montrer les avancées technologiques de la Chine au monde. Et pour cela, quoi de plus symbolique qu'un robot? Ici, le message, il est clair. Vous désignez le robot, vous aviez maudit. Vous avez compris, tremblez, concurrent. Oui, car dans ce domaine, la Chine est leader dans ce domaine technologique. Oui, 90% des robots humanoïdes qui sont vendus dans le monde sont fabriqués par la Chine. Elle est suivie par les États-Unis, mais qui ne représentent que 5%. Alors cette démonstration d'agilité robotique, c'est donc aussi une démonstration de force, de puissance. Et qui dit puissance, dit guerre. Souvenez-vous, il y a quelques mois, la Chine déjà avait diffusé cette vidéo. On y voit des robots humanoïdes qui marchent en rang comme ça, des robots de combat. On se croirait dans Star Wars, et l'attaque des clones, c'est assez, ça fait peur, quoi. Alors, est-ce qu'on va aller, au final, vers des armées robotisées? Selon la banque Morgan Stanley, le monde pourrait compter plus d'1 milliard de robots humanoïdes d'ici 2050. En tout cas, pour l'instant, la guerre des robots se gagne en dansant. Rendez-nous les pangolins. Merci Marjorie, merci tout le monde. On se retrouve demain à 20h05 et un dernier mot, cette émission est dédiée à Paul Giacomoni, dit Polo, homme d'image chevaleresque, mort trop tôt. Bonne soirée, tchuss.